de plus en plus de Français font état que bien qu'ils aient de l'argent sur leur compte bancaire, du jour au lendemain, la banque française, dès qu'elle apprend qu'ils résident à l'étranger, ferme les comptes. C'est très compliqué ensuite pour récupérer son argent. Puis quand on n'a pas évidemment d'argent et qu'on vit à l'étranger, alors là, c'est la galère qui commence, ou les problèmes avec les caisses de retraite, ne serait-ce que, je pense que ça, voilà, je vous vois réagir évidemment par rapport à ça, ne serait-ce que pour pouvoir justifier que l'on est toujours vivant chaque année, mais c'est une vraie galère pour pouvoir le faire, pour pouvoir se justifier auprès des administrations, pour pouvoir obtenir sa pension, sa retraite. Vous avez été confronté finalement à tout ça? Ouais, en fait, ces deux exemples-là, je trouve qu'ils sont, ils parlent tellement parce que c'est le quotidien, c'est de plus avoir de compte bancaire. Ben voilà, on est dans des situations très compliquées et du jour au lendemain et sans avertissement en fait. C'est vraiment alors la retraite, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que là aussi, d'un seul coup, les gens ne reçoivent plus. Et pourquoi? Parce que je sais pas, ils n'arrivent pas à avoir la signature sur le formulaire. Ça arrive aussi, mais ils ne préviennent pas non plus. Ils disent pas non plus aux personnes. Combien de fois, moi, j'ai fait, et les retraites, c'est un de mes sujets de prédilection. Bonjour à tous. Eh bien, on parle souvent des Français de l'étranger, mais beaucoup moins de celles et ceux qui sont sur le terrain, qui gèrent leurs galères au quotidien. Banques qui ferment des comptes sans prévenir, des marches interminables avec certaines administrations, avec derrière des situations très concrètes. Une pension suspendue, faute de certificat de vie, ou des papiers impossibles à renouveler à temps. Et pourtant, il existe une représentation. Elle s'appelle l'AFE, l'Assemblée des Français de l'étranger. Et depuis 2021, cette assemblée est présidée par Hélène de Grise. Bonjour Hélène. Bonjour Thierry. Alors aujourd'hui, vous êtes plus de 440 élus, je vais le rappeler, ce sont les conseillers des Français de l'étranger. C'est un peu, on va dire, comme des conseillers municipaux dans tous les pays. Ils représentent les Français qui vivent hors de France et parmi eux, 90 siègent à l'AFE. Le nom, c'est l'Assemblée des Français de l'étranger, je le rappelle une deuxième fois. C'est l'instance nationale qui porte leur voix et fait le lien avec les institutions françaises. Les prochaines élections, d'ailleurs, vont avoir lieu fin mai 2026 et c'est important, on le rappelle, d'aller voter parce que derrière ces élections, il y a des décisions très concrètes pour des milliers de Français et on va voir ce que ça veut vraiment dire concrètement. Alors Hélène, si on revient quelques années en arrière, qui était la jeune femme qui arrivait à Amsterdam à l'époque? C'est bien gentil de dire quelques années, effectivement. La jeune femme, écoute, moi je suis arrivée aux Pays-Bas quand j'avais une vingtaine d'années. J'étais une jeune étudiante, j'avais même pas fini mes études et j'avais cette soif de l'étranger. Alors les Pays-Bas par rapport au nord de la France, c'est pas très loin, mais quand même c'était avant Internet, avant ce genre de choses, donc c'était quand même une expérience et j'étais déjà assez curieuse de l'étranger. J'ai fait des études d'anglais. Donc il y avait déjà un tropisme linguistique et voilà, et je suis partie à l'aventure pour un job étudiant à l'époque parce que il n'était pas évident de trouver des jobs étudiants quand on était en France l'été. Si on voulait travailler à la poste, fallait qu'on ait des parents facteurs ou ce genre de choses. Moi donc ce n'était pas le cas et j'avais rencontré une personne en voyage, un Néerlandais qui m'avait dit viens aux Pays-Bas, tu trouveras, on cherche tellement de personnes dans n'importe quel secteur. Viens, moi je t'accueille, il n'y a pas de problème, très sympa. Et j'avais une très bonne impression et je me suis dit oui, en fait, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Et donc j'ai passé un été où j'ai travaillé dans c'était un entrepôt qui vendait des CD en fait. Je vais pas dire la marque, mais une grande entreprise de fabrication de CD. Donc j'ai travaillé là-bas. Alors à l'époque, je travaillais en anglais, mais c'était mon premier contact avec les Pays-Bas et la suite fait que lors de ce voyage, j'ai rencontré le meilleur ami de cette personne qui m'accueillait et qui est devenu mon compagnon.
Voilà, donc je suis repartie à cette époque, je faisais des études donc d'anglais, j'avais fait classe préparatoire d'anglais et je suis repartie en France pour faire ma licence. Et là, je me suis dit, j'aimerais quand même bien aller vraiment y vivre aux Pays-Bas. Et le seul projet que j'avais, c'était de me donner, on va dire, une année pour tester un peu le pays et me tester moi-même parce que j'avais, je te dis, j'avais 20 ans. Et je m'étais dit, je vais apprendre le néerlandais. Donc, je m'étais vraiment donné une année, on va dire, de pause après la licence. Et c'est ce que j'ai fait. La seule condition, c'était, je ne voulais pas, enfin, je voulais vivre à Amsterdam. Mon conjoint, enfin, mon ami de l'époque vivait à Utrecht, qui est une très belle ville par ailleurs. Mais je souhaitais aller à la capitale, comme on dit, aller à Amsterdam. J'avais déjà cette attirance pour cette ville, donc c'est ce qu'on a fait. Puis comme ça, on a commencé tous les deux dans une ville nouvelle. Et voilà. Et là, j'ai appris le néerlandais très rapidement, ce qui est une sorte d'anomalie par rapport, on va dire, aux errances linguistiques des uns et des autres. Et ce que j'ai fait également, c'est j'ai eu énormément de petits boulots pour financer cette année de pause. J'ai fait plein de choses. J'ai travaillé dans des hôtels, dans des congrès où j'étais hôtesse d'accueil. J'ai travaillé pour les wagons-lits aussi, dans les lignes européennes. Donc ça, c'était vraiment super. Je me suis fait un réseau d'amis néerlandais et internationaux sur place. Et puis après, j'ai repris mes études. J'ai fait ma maîtrise, mais sans quitter les Pays-Bas, puisque j'ai fait en Erasmus à Leiden. Et voilà. Et ensuite, je suis rentrée sur le monde du travail. J'ai travaillé d'abord pour une maison d'édition de méthode de langue. C'était mon petit boulot étudiant qui s'est transformé en vrai travail. Et ensuite pour une agence de traduction. Et voilà. Et ensuite, à mon compte, ce genre de choses. Voilà. C'était un parcours, on va dire, finalement assez standard aux Pays-Bas, je dirais. Ouais. Alors, on dit d'ailleurs, je l'ai entendu plusieurs fois, c'est des Néerlandais, donc des Hollandais qui me l'ont dit, mais on dit que quand on a adopté les Pays-Bas, on ne les quitte jamais. Je vois pourquoi beaucoup disent ça. Alors, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, de Français ou alors d'étrangers, on va dire, qui repartent quand même dans leur pays d'origine à la retraite, notamment les Français. Alors, je ne sais pas si peut-être le beau temps qui leur manque ou s'ils viennent par exemple du sud de la France, mais en tous les cas, il y a une qualité de vie qui est indéniable et qui fait que beaucoup de personnes vivent avec plaisir ici et on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui viennent s'installer, notamment à Amsterdam, ce qui cause aussi des petits problèmes. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que les Néerlandais sont globalement accueillants. Ils ont, une nation qui sait faire du commerce, donc qui a cette faculté d'échanger, de vouloir vendre et il y a un tropisme d'accueil de l'étranger aussi qui est indéniable. Et donc on s'y sent très très bien. Et je comprends, oui, que beaucoup de personnes souhaitent vivre ici et restent ici. Moi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai vécu plus longtemps aux Pays-Bas qu'en France, mais je reste très très française, même si j'ai acquis également la nationalité néerlandaise. Ce qui n'est pas très courant. Il y a quelques situations qui font qu'on peut avoir la double nationalité. J'en fais partie et je suis très contente. Mais je reste bien évidemment très française et aussi néerlandaise finalement. Alors, vous êtes traductrice, interprète. C'est une activité, on va dire, qui se passe plutôt dans l'ombre, parce que, évidemment, vous allez traduire, vous allez travailler dans des petits bureaux, bien souvent, derrière, évidemment, les personnes qui sont sur scène pour faire les traductions, pour les accompagner, effectivement, dans les échanges qu'ils peuvent avoir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer de l'autre côté et finalement de vous exposer? C'est très intéressant comme question. Alors je suis traductrice depuis très longtemps, mais finalement je me suis formée comme interprète il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en 2019, ce qui fait que j'étais déjà élue à l'époque. Mais je pense que dans les
on va dire les deux axes de ma vie, qui est l'axe le mandat en fait d'élu et service aux personnes, et l'axe traductrice et interprète. Il y a aider les autres et rendre service. Alors il y a une mission qui est professionnelle et l'autre qui est un mandat bénévole, mais je trouve que ça s'articule parfaitement, parce que quand j'interviens, que ce soit dans les tribunaux pour des divorces ou chez des notaires pour des actes, des grands moments de la vie, que ce soit des ventes, des achats de maisons, des mariages, ce genre de choses, il y a cette volonté d'aider et de faciliter finalement la vie à l'étranger, et quelque part de gommer les aspérités qu'il peut y avoir quand on est à l'étranger. Alors c'est pas de gommer les spécificités néerlandaises, mais de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, et que surtout les Français, ou les francophones d'ailleurs, aient le même traitement entre guillemets que d'autres, quand j'interviens au tribunal, que d'autres justiciables par exemple, avec une compréhension parfaite pour qu'ils puissent bien se défendre, s'expliquer. Donc pour moi ça fait vraiment sens. Et ce que tu dis, être dans l'ombre, en fait, quand on interprète, on fait finalement, quand tout se passe bien sûr, on fait qu'un avec la personne. Et les règles aussi de l'interprétariat, c'est que on dit je. Donc quand la personne explique qu'elle est maltraitée par son mari, ou qu'elle est très heureuse de l'achat qu'elle vient de faire, on dit je également. Donc on se transforme, et c'est une des règles obligatoires. Donc finalement, on n'est pas invisible, mais on devient le client qu'on interprète. On rentre dans ses habits, en fait. Exactement. Et qu'est-ce que ça vous a appris, justement, sur les gens? Parce que vous avez rencontré, évidemment, de par ces fonctions, vous venez d'exposer, différentes personnalités, différents problèmes. Donc, qu'est-ce que ça vous a vraiment appris? Alors, c'est assez spécifique, je dirais, au métier d'interprète. C'est qu'on rencontre énormément de cas différents, et toute la gamme d'émotions qui peut exister. Et parfois, il y a des émotions contradictoires. Il y a des événements qui devraient être joyeux et qui sont accompagnés d'émotions tristes. Donc, déjà, c'est nous, en tant qu'interprète, on n'a pas à juger de ce qui se passe. On a juste à le traduire sans le trahir. Moi, ce que je vois surtout dans tous les domaines dans lesquels j'interviens, c'est qu'il y a tellement de situations compliquées, complexes, et que on ne peut pas dire les Français des Pays-Bas sont comme ça. Et ça se passe comme ça. Et quand on se marie, voilà ce qui va se passer. Et quand on divorce, voilà comment ça va se passer. Donc là, pour refaire le lien, boucler peut-être la boucle avec le mandat d'élu, c'est un besoin d'information aussi qui doit être qui est énorme, parce que on se rend pas compte non plus de certaines situations quand on se marie, les conséquences sur les enfants qu'on va avoir, sur si ça se passe mal, est-ce qu'on peut repartir en France ou pas, tout ce genre de choses. Je suis amenée avec ces casquettes différentes à voir tout ça, et c'est à la fois un énorme enrichissement, et c'est encore une volonté de continuer ce que je fais, parce que il y a de plus en plus de demandes, de cas, et de besoins plus on informe, en fait, plus on doit informer. C'est ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui vous a donné envie de vous engager pour les Français qui vivent ici? Alors oui, en partie. Alors moi, mon engagement, il date de longtemps finalement, puisque j'ai d'abord été suppléante de l'élu AFE de l'époque. Donc j'étais là, pour le coup, j'étais réellement dans l'ombre, mais je me suis petit à petit réellement intéressée à ce que c'était. J'étais allée aussi à l'AFE à l'époque pour voir, et puis pour diverses raisons, et notamment pour ma profonde envie d'indépendance et de mener le mandat comme je le voulais. Nos chemins se sont séparés, et bien heureusement, ce qui fait qu'en 2014, j'ai pu réellement mener la liste que je souhaitais mener, une liste vraiment indépendante, avec un esprit d'équipe et de terrain. Et voilà. Donc moi, on m'a un peu mis le pied à l'étrier historiquement, et puis après, finalement, on m'a un peu lâché, mais
moi aussi, je voulais me libérer. Donc voilà, ça se passe parfois comme ça en politique, même en politique locale, où des carrières se défont. Alors, on a parlé évidemment des Français qui résident aux Pays-Bas, et vous l'avez dit d'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux, mais dans le rôle justement de conseiller des Français de l'étranger, vous étiez quoi finalement? Plus assistante sociale, avocate, porte-parole, ou un peu tout à la fois? Alors, je dirais que ça peut être réducteur de choisir un mot, et parfois ça dépend de la période de l'année, par exemple pendant la pandémie. Je faisais énormément de choses. Je faisais de l'information, je faisais aussi des traductions instantanées des conférences de presse néerlandaises. Donc là, c'était ma casquette professionnelle, mais que je mettais au service gratuitement de toute la communauté française et francophone. Et en réalité, c'était quasi vital, parce que les gens regardaient ces conférences de presse, leur maîtrise du néerlandais, elle n'était pas suffisante mais en fait, ils voulaient directement avoir ce lien et comprendre ce qui était dit. Et les conférences de presse, ça reste quand même un grand souvenir. Il y a encore des gens qui m'en parlent, en fait, de ça, et de le rôle que mes traductions ont joué à un moment où ils avaient vraiment besoin, et en fait, ça créait des discussions, etc. Donc là, c'était aussi à la fois un peu assistance sociale, comme tu as dit tout à l'heure, mais je pense que c'est un peu tout à la fois, et moi je vois surtout le rôle d'information, de partage d'informations, de remontée du terrain, parce que c'est vrai qu'on est sur place et on sent les choses. On sent réellement les choses, pas comme les diplomates, en fait. Et ils nous le disent très, très souvent. Ils disent: vous êtes ici sur la durée, vous voyez les évolutions, donc faites-nous remonter différentes choses, et à la fois faire redescendre les informations, parce que les informations qui viennent des consulats, des ambassades et des ministères ne sont pas toujours compréhensibles. Et c'est pas du tout une question on va dire, d'éducation, ni rien du tout. C'est une manière de communiquer à laquelle on n'est pas forcément habitué. Et je vais donner un exemple très parlant. Donc il y a ces élections là qui vont arriver fin mai. On a reçu la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, un mail donc du ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, qui explique dans quel bureau de vote on va aller voter, etc. Et en fait, le mail est d'une densité. Il y a tellement d'informations, et c'est vraiment. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, je vais ouvrir le mail en même temps que vous, et donc je fais défiler, et voilà. Et là, vous voyez votre bureau de vote, et là, vous voyez. Alors après, je comprends que eux sont peut-être obligés d'avoir certaines mentions dans ce mail-là, mais en fait, on n'a plus l'habitude, et surtout aux Pays-Bas et dans plein d'autres pays qui ont déjà beaucoup simplifié leur manière de communiquer. Et là, c'est en décalage total. Donc, c'est ça aussi que moi j'essaie de partager d'un côté et de l'autre. Et aussi, bon, parfois on peut être lanceur d'alerte aussi pour certaines situations. Là, on y reviendra peut-être, mais lors de la. Ouais. On va en parler, bien entendu. Sur le coût de la vie, c'était le coût de la vie que je voulais évoquer, parce que c'est un gros sujet. Ouais, c'est un gros sujet. Alors, ouais. allons-y, abordons-le, au contraire. Ouais, parce que par exemple, le coût de la vie est devenu totalement démentiel aux Pays-Bas, et c'est vraiment C'est un petit pays et qui a une très très forte densité. Oui. Au kilomètre carré. C'est quasiment, je crois d'ailleurs, le pays d'Europe qui a la plus forte densité au kilomètre carré. Tout à fait. Et là, les prix. Je me rappelle de mes cours de géo. Ouais, il y avait moi aussi, c'est vrai qu'on en parlait. Bon, on le sent beaucoup, mais c'est vrai que le coût de la vie a énormément augmenté, et ça, couplé à une attractivité énorme, il y a beaucoup de personnes qui sont attirées, qui ont envie de venir vivre ici, mais qui n'ont pas les outils ou les bons décodeurs, en fait. Donc, ils voient par exemple des salaires qui semblent supérieurs à ceux que peut offrir la France, par exemple, pour les mêmes niveaux de formation ou vu l'âge de la personne. Mais avec un tel salaire, en fait, on ne vit pas aux Pays-Bas. Donc, il y a des personnes qui arrivent et qui finalement se mettent dans des situations compliquées, avec des logements qui sont aussi, il y en a pas beaucoup et ils coûtent très cher, et il y a plein d'arnaques, de fraudes, ce genre de choses. Et là, c'est vrai que ça devient quand même compliqué pour énormément de personnes. Donc ça, c'est une des choses. Moi, j'en ai parlé en commission des bourses la semaine dernière. J'ai dit, il faut vraiment qu'on fasse un travail là-dessus,
sur le coût de la vie aux Pays-Bas. Absolument, mais il n'y a pas qu'aux Pays-Bas. Est-ce que vous Non, pensez je pas, sais. Hélène, est-ce que vous ne pensez pas finalement qu'en France, on est peut-être un pays trop protecteur? On protège trop les consommateurs, on protège trop les personnes par rapport à ce qui peut se passer à l'étranger, et qu'en fait, les Français, lorsqu'ils se retrouvent à l'étranger, sont un peu démunis. Ils n'ont pas l'habitude des règles qui peuvent être des règles habituelles à l'étranger, et en fait, entre guillemets, ils se font malheureusement trop souvent avoir. Alors oui, moi je pense que oui, l'État français est beaucoup trop protecteur, donc ça c'est, on va dire, c'est la dénomination positive, mais aussi paternaliste quelque part. Donc ça crée aussi une relation de dépendance quelque part, parce que, et bon, on voit où on en est avec la politique. En fait, on attend beaucoup trop de nos dirigeants politiques en France, je trouve, parce que quand il y a bon, on peut parler par exemple de l'âge de la retraite. Enfin, moi, je suis atterrée quand je vois le niveau des discussions par rapport à l'âge de la retraite en France, et comment le problème a été abordé, la situation, parce que c'est un fait, on vieillit tous, donc il va falloir changer les choses. Toutefois, moi, ce que je remarque, c'est, enfin, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'en France, ça paraît inacceptable de devoir travailler plus longtemps? Et ça, je l'ai pas vu du tout dans les réflexions. Je sais pas moi, l'autoritarisme au travail, le fait que ce soit difficile de prendre pour beaucoup de personnes des congés quand ils viennent de changer de travail, ce genre de choses. Il y a beaucoup moins de mobilité professionnelle probablement que dans d'autres pays. Mais moi, je suis attristée quand je vois des jeunes qui manifestent, qui ont 20 ans, l'âge que j'avais quand je suis venue aux Pays-Bas, et qui veulent qu'on remette l'âge de la retraite à 60 ans, enfin ce genre de choses où je me dis mais c'est pas possible. Donc je pense qu'il y a des vérités économiques et démographiques qu'il faut accepter, et il faut les gérer. Et alors je dis pas que tout est parfait aux Pays-Bas, loin de là, mais en tous les cas, il y a une sorte de on se rend compte que en fait, il faut faire des choix, mais les choix que les Pays-Bas ont fait, c'était il y a 20 ans, même plus, je dirais. C'est quel âge l'âge de la Là, retraite? l'âge, on va dire l'âge officiel de la retraite, c'est 67 ans et 3 mois. Et en D'accord, c'est fait, ce qu'on trouve la plupart du temps en Europe, en fait. ouais, et c'est Entre couplé 67 et 70 ans. c'est couplé avec l'espérance de vie. Et là, il me semble qu'il y avait dans l'accord de coalition, ils voulaient encore l'augmenter, mais finalement ça c'est pas passé, et heureusement aussi, parce que je trouve aussi que là ils sont allés trop loin en fait sur pas mal de sujets. Donc il y a aussi le risque d'excès inverse. Mais oui, la France, elle protège trop, elle fait, c'est tout de suite le réflexe des chèques. On va faire un chèque. Que ce soit pour l'énergie, pour le sport, pour le je sais pas quoi, etc. Et moi, je suis d'avis que il faut aider les personnes qui en ont besoin, etc. Mais pas constamment et pas de manière universelle. Quand on baisse le prix des carburants pour tout le monde en profite, et il y a des personnes qui en ont pas besoin en réalité. Donc c'est une autre approche en fait. Mais oui, la France protège énormément, et on a la chance aussi d'avoir le système tel qu'il est, les consulats qui sont, oui, d'une certaine manière notre mairie à l'étranger, cette représentation d'élus, parlementaires total avec sénateurs, députés, et puis les conseillers et l'AFE aussi. Alors justement, les conseillers des Français de l'étranger, parce que vous avez parlé tout à l'heure des consulats, des ambassades, du fait de traduire, de reprendre évidemment les documents et de les expliquer aux Français de l'étranger qui résident aux Pays-Bas. Mais comme les autres conseillers des Français font, je pense, exactement la même démarche dans tous les pays du monde, parce qu'il y a une représentation partout, on le rappelle. Le rôle, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, d'être conseiller des Français de l'étranger, mais c'est aussi d'être l'intermédiaire avec les services publics, avec l'administration Hollande, enfin pour vous en Hollande, mais aussi l'administration française. C'est un lien avec le ministère des Affaires étrangères, c'est un lien direct avec les différents services de l'État, que ce soit l'éducation ou autre. Vous êtes présent partout. Je pense qu'il y a un vrai décalage entre ce que les gens imaginent et la réalité du travail terrain que représente
votre fonction, qui malheureusement n'est pas aussi mise en valeur qu'elle devrait l'être. On le voit malheureusement encore avec les votes, qui sont relativement… Les gens se sentent encore peu concernés, alors que votre rôle est primordial. Je suis le premier à le dire. Comment vous le ressentez? Alors c'est un fait, c'est indéniable déjà. Le constat, il y a une méconnaissance du rôle des conseillers des Français de l'étranger, malgré tous les efforts de communication qui peuvent être faits, parce que alors certains élus communiquent pas. Ça c'est vrai que sur certaines zones ils communiquent pas, ils envoient pas de lettres. Il y a des différences aussi dans le vécu du mandat. En période électorale, beaucoup se réveillent, mais ça c'est vrai aussi. Donc peut-être que dans certains cas, certains n'ont pas fait ce qu'il fallait pour voilà. Nous, pour le coup, je pense qu'en Europe et au Benelux, en tous les cas, il y a plusieurs élus qui communiquent, qui expliquent, qui ménagent pas leurs efforts. Et malgré cela, le rôle est pas connu, mais je dois dire c'est compliqué, c'est pas très lisible non plus. Quand le rôle a été créé, donc en 2014, la première fois, on s'appelait quand même conseiller consulaire. Donc là aussi, il y avait une tromperie sur la marchandise, parce qu'on ne travaille pas pour le consulat, on travaille avec eux. Mais donc ça a commencé, on va dire, sur de mauvaises bases, ce qui fait que voilà. Et puis ensuite, alors je ne sais pas si c'est très rassurant, je trouve pas que ça le soit, mais c'est un constat aussi. Moi, quand j'interroge des personnes, ils sont absolument pas au courant qu'il y a des sénateurs des Français de l'étranger, et ils connaissent très très peu leurs députés. Donc je me dis que le problème, il est encore plus large, puisque c'est quand même des parlementaires qui, eux, ont des équipes dédiées, quand même, pour réellement faire des choses, et qui font la loi aussi, donc ils travaillent à un autre niveau. Et même ça, je pense que ce millefeuille est difficilement compréhensible. Et peut-être que quand on a quitté la France depuis longtemps, ça devient encore plus compliqué, puisqu'on a finalement deux systèmes dans lesquels on évolue. Je sais pas. Donc c'est vrai que c'est frustrant, parce qu'on joue un rôle quand même Ouais. important. En fait, on peut faciliter la vie des gens, je pense. C'est Oui, surtout puis ça. non, mais je suis complètement d'accord, évidemment, c'est faciliter la vie des gens, c'est leur permettre, c'est non seulement agir pour des bourses, c'est agir pour faciliter évidemment leur vie dans le pays qu'ils ont choisi. Et ça, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. C'est vrai que malheureusement, et moi, pour le voir, évidemment, par rapport à toutes les interviews que je peux réaliser et la connaissance, évidemment, de nombreux Français à l'étranger, et pour vivre moi-même à l'étranger, bien souvent, les Français, finalement, se sentent éloignés de la France. Et ils deviennent Français quand il y a un problème. On l'a vu malheureusement dernièrement à Dubaï, où les Français, ou en tout cas certains Français, s'exprimaient pas forcément d'une manière positive vis-à-vis de la France pendant des mois et des mois. Je ne ferai pas référence, mais je crois que beaucoup ont vu certaines vidéos circuler sur les réseaux. Et puis, quand il y a eu des problèmes, à Dubaï en particulier, eh bien là, c'est la France doit venir tout de suite pour m'aider. C'est un peu dommage de ne pas avoir. Je pense que chaque Français qui vit à l'étranger est un ambassadeur de la France à son niveau, et qu'on se doit de représenter notre nation. Voilà. C'est un peu mon point de vue. Je pense qu'évidemment, c'est un peu ce que vous partagez, Hélène. Alors justement, comment se passe une journée type pour vous? Parce que entre les activités professionnelles, ça prend déjà pas mal de temps, mais en plus cette activité complémentaire. Puis après, évidemment, on va parler évidemment du rôle supplémentaire, c'est d'être présidente de l'AFE. Ça, on va en parler. C'est encore un boulot en plus. Mais déjà d'être conseiller des Français, parce qu'en plus, disons-le, ce n'est pas rémunéré. Il faut que les gens pensent que forcément on est payé. Eh bien non, c'est un travail qui est fait sur son temps personnel et avec son propre argent. Oui. Alors, je dirais, pour répondre à la question, il n'y a pas de journée type. C'est-à-dire que ça dépend aussi des sollicitations des Français, des réunions que je peux avoir, et de comment j'ai envie de communiquer également. Moi, j'essaye
j'essaye de séquencer en fait ma journée et je travaille par projet, donc ça dépend si j'ai des projets de traduction, si je dois interpréter à l'extérieur, etc. Et en fait, c'est comme un puzzle, je glisse dans tout ça des interventions pour les Français de l'étranger, donc c'est assez c'est chronophage aussi la gestion du temps et arriver à bien faire coïncider tout ça, mais alors certaines personnes ont l'impression que je dois avoir un clone quelque part. Parce qu'ils disent mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible, on te voit, etc. Alors j'essaye réellement de me rendre disponible aussi pour aller à des événements culturels, caritatifs, etc. Mais c'est aussi parce que j'y prends plaisir. Donc j'aime vraiment aller à une soirée littéraire. Bon, la semaine dernière, il y avait Gisèle Pellicot qui était à Amsterdam. J'y suis naturellement allée. Et avant, j'ai organisé une rencontre pour parler des droits des femmes aux Pays-Bas. Donc j'essaye aussi d'articuler des moments pour la communauté autour d'autres moments. Et alors, je travaille aussi beaucoup le soir et le week-end pour compenser tout ça. Donc, journée type, je dirais qu'il n'y en a pas. On reviendra sur l'AFE tout à l'heure, mais les grands moments de l'AFE, quand il y a les semaines plénières, les semaines avant, c'est vraiment tout orienté. Donc là, il y a beaucoup de réunions, etc. Donc, je suis beaucoup en ligne avec Paris. Et oui, effectivement, c'est un mandat qui est bénévole. Donc, on a des indemnités qui servent à payer, on va dire, nos besoins dans le cadre du mandat. Donc pour les Pays-Bas, c'est un petit peu moins de 300 € par mois. Donc ça permet de payer l'abonnement Internet, le site Internet, les infolettres, les déplacements, les gerbes lors des commémorations, ce genre de choses, les comptes Zoom, ce genre de choses. Donc mais ce qui coûte le plus cher, et tu l'as dit, c'est le temps en réalité, finalement, parce que c'est vraiment ça. Voilà, c'est incroyable en fait. Certains disent que c'est un sacerdoce. Ça peut l'être. Moi, je le dis. Moi, je le Ouais, dis. C'est une ouais, expression que j'ai déjà utilisée ouais. dans des interviews avec des Français de l'étranger, avec des conseillers des Français de l'étranger. Mmh. Et je leur ai déjà dit plusieurs Ah, tu fois, vois? Mmh. c'est un véritable sacerdoce. Enfin, en tout cas, moi, Hélène, moi, ce que je note quand même, c'est que vous êtes quand même pas mal débrouillé parce que vous avez choisi les Pays-Bas. C'est quand même pas le plus grand pays parce que quand j'en ai interviewé d'autres qui sont en Australie ou qui sont en Argentine ou au Brésil, pour ne citer que ces pays, alors eux, c'est des milliers de kilomètres. Ouais, On n'est plus du tout dans la même, on n'est plus du tout dans des superficies où on peut se déplacer facilement de quelques centaines de kilomètres pour ouais, aller à Utrecht ou pour aller à Maastricht ou ailleurs. Là, on est sur des distances parce ouais. que si c'est l'Argentine, c'est plusieurs milliers de kilomètres pour aller d'un point à un autre. Et là, il faut se déplacer, c'est l'avion, donc c'est pas forcément pareil. Alors, quelle est la galère la plus fréquente aujourd'hui pour les Français aux Pays-Bas et est-ce que cette galère, vous pensez que quelque part, c'est relativement la même que l'on a dans les autres pays? Alors j'en citerai deux. La première, c'est trouver un logement. C'est vraiment, il y a vraiment des problèmes. Il y a une pénurie de logements et ceux qui sont disponibles sont très chers. Donc ça, c'est vraiment, et même quand on en a un, après, on peut se faire plus ou moins virer, voilà, où le bail est pas renouvelé et ça remet les personnes, notamment les jeunes, mais pas que, dans des situations compliquées. Donc ça, c'est vraiment, et je sais que c'est pas typique des Pays-Bas, mais c'est extrême réellement ici. Il y a vraiment des messages aussi d'avertissement qui, d'ailleurs, moi j'avais demandé à ce qu'ils soient partagés. Le consulat l'a fait depuis quelques années en fait. Prévient les gens, ne venez pas. C'est pas parce que vous avez un stage que vous allez trouver un logement, ce genre de choses. Et donc ça, je dirais, c'est une galère pénible, mais elle est gérable parce qu'on peut toujours trouver une chambre dans une auberge, voilà. Et l'autre sujet beaucoup plus grave, c'est donc les situations de violence intrafamiliale et les divorces internationaux et notamment les divorces donc aux Pays-Bas avec un conjoint néerlandais qui fait que dans la plupart des cas en fait les enfants, le centre de la vie des enfants sera aux Pays-Bas.
Donc, ça crée des situations très, très complexes avec des conjointes, puisque ce sont souvent des femmes qui ont suivi ou qui sont venues, voilà, sont obligées finalement de rester aux Pays-Bas. Souvent, elles ne parlent pas la langue, elles n'arrivent pas à trouver facilement un travail, elles n'arrivent pas à trouver un logement parce qu'on repart dans le même truc. Et voilà. Et finalement, ça, c'est lié, puisque très souvent, pour trouver un logement, il faut payer 3 ou 4 mois de loyer au départ. Ce sont des personnes qui n'ont pas forcément de 3 travail. ou 4 mois. 3 ou 4 mois de loyer, c'est énorme. Alors, ouais, mais enfin après ça dépend des propriétaires, mais et puis il faut montrer qu'on gagne aussi 3 fois plus que le loyer. Enfin c'est vraiment très très complexe, ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont coincées dans des situations qu'elles n'avaient pas. Et je dis elles, il y a peut-être des hommes aussi dedans, mais la plupart sont quand même des femmes. Donc voilà, moi c'est un conseil que je donne d'ailleurs à toutes les femmes et les hommes d'ailleurs que je peux croiser, mais surtout les femmes. Donc déjà, il y a une chose, on y reviendra tout à l'heure, c'est de jamais fermer leur compte français quand on arrive à l'étranger. Non, faut garder. C'est toujours bien d'en avoir un. Ensuite, d'apprendre la langue si on peut et de continuer à travailler. Si on peut aussi, parce que sinon on se met dans un état de dépendance et de fragilité qui sont très dangereux quand on se retrouve dans des situations de séparation. Donc, ouais. C'est clair qu'on sous-estime malheureusement trop souvent la difficulté de vivre à l'étranger. Les gens pensent que c'est simple et c'est loin d'être le cas. L'expatriation n'est pas quelque chose de facile. Je crois qu'il faut vraiment le rappeler aux gens et c'est surtout être en plus éloigné de sa propre famille. Oui. Donc, beaucoup de blues aussi par rapport à ça, qui crée aussi un stress. Alors, quand on a la chance, effectivement, d'être aux Pays-Bas, bon, on n'est pas éloigné, ou pas trop éloigné, en tout cas, de certaines parties de la France, dont Paris, parce que bon, il y a l'Eurostar. J'allais dire le Thalys, mais maintenant c'est l'Eurostar. Il a changé de nom. Et où on a l'avion, où on a même la voiture, on est à quelques heures. Mais quand on est dans d'autres pays, que ce soit en Asie, en Amérique latine ou Amérique du Nord ou autre, là c'est beaucoup plus complexe pour se déplacer. Alors, quand on vous entend, Hélène, on comprend aussi que quelque part, vous êtes un peu coincé entre finalement les gens et les administrations, à essayer de régler les problèmes, de résoudre les problèmes. C'est quand même ça prend beaucoup de temps. Et malgré tout ça, et malgré ce stress finalement que vous endossez à titre personnel, vous vous dites, allez, je remets ça, puis je vais encore plus loin. Alors, je vais encore plus loin, comment ça s'exprime chez vous? Finalement, c'est le rôle ou l'habit que vous avez endossé de devenir président de l'AFE. Alors, vous allez nous expliquer évidemment ce qu'est ce rôle de présidente de l'AFE, parce qu'on rappelle que sur les plus de 430 ou 440 conseillers des Français de l'étranger, il n'y en a que 90 qui siègent à l'AFE. C'est l'Assemblée des Français de l'étranger. C'est l'instance suprême, en fait, qui représente tous les Français à l'étranger et qui va être le lien direct en fait avec les ministres, avec l'ensemble en fait des représentants de l'État français. Alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment effectivement c'est passé ou comment vous avez pu, parce que vous n'étiez pas issu d'un parti politique directement, donc comment s'est passé finalement le fait qu'on est venu vous choisir et qu'on vous a dit allez hop, c'est toi qui va endosser l'habit, alors que ce n'était pas du tout prévisible, disons-le. Et puis ensuite, quand vous êtes arrivé, vous avez été confronté à des situations très concrètes. Alors, vous l'avez évoqué, vous avez dit qu'il faut garder un compte bancaire français. Aujourd'hui, beaucoup de gens font face à des fermetures de comptes bancaires. Les banques ferment les comptes dès qu'ils savent que l'on est à l'étranger. Ils vous ferment les comptes. Il faut ensuite aller à la Banque de France, mais qui réagit très lentement. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ça. Alors, commençons par le commencement, en fait. Donc, j'ai été réélue en 2021, donc à l'été 2021. Et ensuite, normalement, en fait, l'élection AFE suit l'élection consulaire le mois d'après. Mais là,
C'était la pandémie et il y a eu 2 circonscriptions qui ont vu leur élection consulaire décalée à l'automne, ce qui fait que l'élection AFE a pas eu lieu dans la foulée. Et donc il y a eu l'été, il s'est passé pas mal de choses. Moi, j'avais envie d'aller à l'AFE. Donc ça, c'était une chose, parce qu'après, il faut réussir à se faire élire et c'est un scrutin indirect où de toute façon, on doit s'allier à d'autres personnes. Parce que bon, déjà il y a la parité, la circonscription Benelux, elle est assez dense en fait, donc il faut réussir à faire des listes avec finalement très peu d'élus. Même si on peut prendre des élus d'autres circonscriptions, mais c'est pas tout à fait. Enfin voilà, c'est une des anomalies de la loi. Voilà, donc moi je me suis donc alliée avec des élus du centre pour faire liste commune et ça s'est bien passé. On a fait 3 élus, l'autre liste en a fait 3 aussi, voilà. Et en fait, moi je sentais quelque chose. Je me suis dit j'aimerais bien aller plus loin et je sentais qu'il y avait un espace en fait. Par rapport aussi à la déstabilisation du monde par le Covid, et je pensais qu'il fallait que l'AFE ait une ligne claire parce que j'avais vu comment ça ne s'était pas passé idéalement lors de la pandémie. Je jette pas la pierre aux personnes qui étaient aux responsabilités puisque c'était une situation inédite, mais je voyais qu'il y avait moyen de faire des choses. J'avais ma petite idée sur la question et donc moi j'étais incluse dans un pré-groupe puisqu'on n'avait pas encore siégé et donc on discutait avec l'ex-majorité présidentielle puisque finalement maintenant il y en a plus, donc le centre, etc. Et en fait eux étaient disposés, ils avaient compris que l'AFE ne soutiendrait jamais une personne issue du camp Macron pour simplifier les choses à quelques mois des présidentielles, mais qu'avoir une figure on va dire de consensus et une personne dont on connaît les idées, voilà, que c'était beaucoup plus intelligent finalement. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. On a eu une sorte de primaire interne à ce groupe que j'ai gagné, et donc j'étais la candidate proposée par ce plus grand groupe. Et il y a eu un effet d'étonnement parce que les groupes en place, finalement, les partis ont quand même l'impression pendant très longtemps que les postes leur étaient réservés à eux, puisque ils étaient dans la file d'attente depuis tellement longtemps et que voilà. Et là, quand ma candidature est sortie du chapeau, ils s'attendaient à d'autres personnes, on va dire, identifiables de la Macronie. Et là, en fait, ils se sont dit ah mince, c'est elle. Donc il y a eu un peu cet effet de surprise et puis voilà, il y a eu un vote et je suis passée au second tour avec le soutien des Verts, et ça s'est passé de manière finalement inattendue. Moi j'ai cru, en fait je croyais jusqu'au dernier moment qu'il y aurait des accords, et ils ont essayé, hein, le Parti socialiste a essayé vraiment de s'unir avec les LR pour réussir à faire un coup et ça n'a pas marché. Donc, et je pense que c'était à une période où les gens avaient besoin d'une figure peut-être moins politisée, plus rassembleuse. En tous les cas, c'était la vision que je portais, et j'étais bien connue quand même à cette époque déjà auprès des élus de terrain, et j'avais pas mal communiqué sur le mandat aussi, donc j'avais une certaine visibilité. Tout reste très modeste, hein, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à être à mon action en tant que présidente de l'AFE. Et puis tout de suite c'était entrer dans le bain finalement, puisqu'on était en pleine période Covid aussi, avec des élus qui étaient coincés chez eux. Et alors ça je savais très bien, mais c'est des situations très très concrètes. Donc il y avait les histoires de vaccins, ce genre de choses à l'époque aussi, les passes vaccinaux qui devaient être convertis, ce genre de choses, et puis des problèmes bancaires, fermeture de comptes, vraiment finalement du concret. On n'est pas dans la politique politicienne, mais c'est juste voilà, c'est des vrais problèmes, c'est des problèmes du quotidien. Beaucoup évoquent, évidemment, alors vous venez de l'aborder, des fermetures de comptes. Aujourd'hui, ça devient malheureusement une tendance qui a tendance à se généraliser. De plus en plus de Français font état, évidemment, que bien qu'ils aient de l'argent sur leur compte bancaire, du jour au lendemain, la banque française, dès qu'elle apprend qu'ils résident à l'étranger,
ferme les comptes. C'est très compliqué ensuite pour récupérer son argent. Puis quand on n'a pas évidemment d'argent et qu'on vit à l'étranger, alors là, c'est la galère qui commence, ou les problèmes avec les caisses de retraite, ne serait-ce que, je pense que ça, voilà, je vous vois réagir évidemment par rapport à ça, ne serait-ce que pour pouvoir justifier que l'on est toujours vivant chaque année, mais c'est une vraie galère pour pouvoir le faire, pour pouvoir se justifier auprès des administrations, pour pouvoir obtenir sa pension, sa retraite. Vous avez été confronté finalement à tout ça? Ouais, en fait, ces deux exemples-là, je trouve qu'ils sont, ils parlent tellement parce que c'est le quotidien, c'est de plus avoir de compte bancaire. Ben voilà, on est dans des situations très compliquées et du jour au lendemain et sans avertissement en fait. C'est vraiment alors la retraite, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que là aussi, d'un seul coup, les gens ne reçoivent plus. Et pourquoi? Parce que je sais pas, ils n'arrivent pas à avoir la signature sur le formulaire. Ça arrive aussi, mais ils ne préviennent pas non plus. Ils disent pas non plus aux personnes. Combien de fois, moi, j'ai fait, et les retraites, c'est un de mes sujets de prédilection, puisque je travaille aussi pour l'organisme de sécurité sociale des Pays-Bas. Donc là, c'est vrai que je fais vraiment le lien entre les caisses. Et il y a aussi le non-recours au droit. En fait, ça, c'est incroyable. Il y a plein de personnes aux Pays-Bas, mais je suis sûre dans le monde entier, qui ne savent pas qu'elles ont droit à des retraites françaises. Elles ne le savent pas. Et elles voient le labyrinthe qui est imposé par la demande et donc elles ne le font pas. Donc ça, c'est aussi un scandale. Et ça devrait réellement être facilité. Les caisses de retraite qui ont des retards, mais dans le traitement des dossiers, c'est incroyable. C'est inadmissible, en fait. Et pour les comptes bancaires, alors c'est un sujet. Alors je pense Enfin, moi, je m'en suis vraiment rendu compte à partir de la présidence de l'AFE. Je sais que certains parlementaires ont essayé de faire certaines choses. Je sais qu'il y a une proposition de loi actuellement qui est donc portée par deux sénatrices, il me semble. Donc ça, c'est très bien, mais il s'est encore rien passé. Donc les personnes sont dans ces situations très compliquées, avec aussi là encore une lenteur administrative très française. Et c'est désespérant parce que, alors, je comprends que dans certains cas, les banques disent oui, c'est la nouvelle régulation, je sais pas quoi, nous on obéit aux règles, etc. Mais en fait, il y a un zèle administratif, on dira non, mais eux se protègent derrière ce genre Dans ce cas-là, qui demande une caution, les gens mettent éventuellement une somme forfaitaire qui est bloquée, qui va être rémunérée. Et qui va permettre, dans ce cas-là, de pouvoir travailler avec le compte bancaire avec une autorisation limitée. C'est aussi simple. Il y a des moments où c'est d'une simplicité pour faire les choses. Et en France, on a tendance toujours à complexifier les choses. À complexifier, ça, c'est sûr. C'est sûr. Après, ouais. Regardez l'immobilier. Sur l'immobilier aussi, la résidence secondaire, en fait, ou même la résidence même. Quand je dis même secondaire, c'est la résidence principale. C'est-à-dire que pour les Français de l'étranger, voilà, c'est un vrai sujet. Du jour au lendemain, on est considéré, vous avez une résidence principale en France, beaucoup de Français ont gardé un bien en France, ou compte, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure dans notre interview, que beaucoup de Français qui résident même aux Pays-Bas, à la retraite, retournent en France. Donc ces gens-là peuvent être propriétaires. Mais s'ils sont résidents aux Pays-Bas, ou s'ils sont résidents à l'étranger, la France considère que finalement leur résidence principale n'est pas une résidence principale et va donc les taxer. Et pourquoi ça ne passe pas? En fait, là, ce sont des sujets sur lesquels l'AFE a beaucoup travaillé aussi, sur la résidence de repli ou d'attache ou ce genre de choses. Alors, on a progressé parce qu'il y a quand même ce concept maintenant de résidence de repli dans les situations de guerre. Donc, ou de crise ou ce genre de choses. Donc, dans ces cas-là, et c'est pour des zones, donc il y a je crois que c'est un décret qui chaque année établit la liste des pays
pour lesquels en fait les personnes sont éligibles à l'exonération de la taxe d'habitation. Donc chaque année, pour dire bah oui, les personnes qui sont, je sais pas moi, en Ukraine, en Arabie Saoudite, enfin à Dubaï, aux Émirats, etc. Voilà, la liste est revue chaque année. Donc ça, c'est déjà une première étape parce que ça a quand même le fait que les personnes de l'étranger puissent revenir en France et qu'en fait elles sont encore françaises dans l'esprit français administratif, ça n'existait pas. Donc il y a déjà une avancée quelque part, mais c'est vrai, c'est après de faire comprendre que c'est pas une résidence secondaire et que beaucoup de personnes en fait voient cela pour leurs vieux jours, ou alors il y a aussi ça, si on n'en parle pas beaucoup, c'est elles souhaitent réellement finir leur vie et par exemple être enterrées dans le village. Ça, c'est des questions très concrètes. Mais moi, j'ai déjà été confrontée à ce genre de questions, des personnes qui disent moi j'ai ce lien, etc. Et de continuer à avoir ce lien, ça permet de et donc c'est pas juste un bien immobilier, c'est un bien de cœur, c'est une attache très profonde. Et aussi, il y a beaucoup de Français qui, et d'ailleurs il n'y a pas que des Français, mais qui entretiennent aussi un patrimoine immobilier qui sinon tomberait en ruine. Donc il y a cet aspect-là. Il y a beaucoup de demeures qui, ça va être compliqué prochainement. Je pense qu'il y a beaucoup d'héritages qui vont tomber, des personnes qui vont devoir refuser pour toutes ces raisons-là aussi. Donc c'est un peu une machine qui n'a pas réellement une vue à moyen terme. Donc c'est Alors dommage. là, on est en 2026. On va avoir d'ailleurs des élections à la fin du mois de mai, on le rappelle. Hélène, vous êtes donc présidente de l'AFE depuis 2021. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir quand même réussi à faire bouger les lignes, faire plier un petit peu Bercy ou pas encore? Parce que je sais que quand on parle de vous, bah d'abord, vous êtes reconnu par l'ensemble de vos des conseillers des Français de l'étranger. Vous avez aussi simplifié de nombreux formulaires, ce qui montre à quel point on est très formulaire en France, très papier. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à faire plier un petit peu Bercy avec justement avec le rôle que vous tenez au quotidien? Je pense que on peut pas aborder les choses de cette manière-là et surtout pas avoir je dirais même que c'est de l'arrogance de vouloir faire plier Bercy. Toutefois, je pense qu'il y a eu de nombreuses réunions quand même qui ont eu lieu par rapport à la résidence d'attache, enfin de repli, etc. Et il y a eu quand même une inflexion. Il y a quand même eu quelque chose. Donc voilà, après, il faut une prise de conscience et moi, dans mon mandat, ce que j'ai essayé aussi d'incarner, c'est de montrer que non, nous ne sommes pas, loin de là, des exilés fiscaux. On n'a pas quitté la France parce qu'on ne l'aimait pas aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ben, si vous vous plaignez, vous avez qu'à revenir ou ce genre de... Enfin, il y a des discours tellement simplistes en réalité. Et moi, je me suis attachée aussi à montrer qu'il y a une diversité aussi parmi les élus. Ça s'est aussi un petit peu rajeuni, ça s'est activé au sein de l'AFE parce que c'était quand même, faut pas se le cacher, pendant certaines années aussi un peu une institution quelque peu ronronnante et c'est normal. Donc de changer un petit peu la donne et de montrer qu'elle est aussi diverse que les communautés qu'on représente et qu'il y a aussi plein de personnes qui ont vocation à revenir, à repartir, à revenir. Donc les carrières de retraite hachées, complexes, enfin, je dis pas que ça va être la norme, mais il va y en avoir énormément, de plus en plus ces prochaines années. Donc il va falloir quand même que les caisses s'activent, qu'elles prennent en compte, et ça je remarque qu'il y a une évolution aussi, et qu'on se rende compte, et on est tous, tu l'as dit tout à l'heure, des ambassadeurs, etc. On est aussi tous des ambassadeurs de cette diversité. De dire d'un côté, il n'y a pas de honte à dire oui, la France encadre trop, un petit côté paternaliste, etc. Mais d'un autre côté, certaines personnes aiment partager des clichés sur les Français de l'étranger, exilés fiscaux, sur
la fraude aussi aux aides. Alors elle existe, mais tous les Français de l'étranger qui perçoivent une pension ne sont pas des fraudeurs non plus. Il y a aussi certains moyens d'épurer, de contrôler et de faire en sorte que les gens perçoivent ce à quoi ils ont droit. Donc on a fait avancer certaines choses aussi dans une prise de conscience. Et puis, comme je disais, il y a le côté lanceur d'alerte, c'est-à-dire il y a des moyens aussi de tirer la sonnette d'alarme par différents médias, par les réseaux sociaux. Les comptes bancaires, on a tous nos réseaux sociaux. On est tous en mesure de partager certains sujets à un moment donné, de contacter une certaine presse aussi, de dire voilà, il y a la situation. Je pense par exemple, il y avait le sujet de la double imposition des retraités français en Italie. Donc eux, ils ont aussi utilisé l'AFE, mais aussi d'autres médias pour montrer la situation telle qu'elle est, et qui mettait vraiment les personnes dans des situations très complexes. Et ça, faut pas hésiter. Je pense qu'il faut pas hésiter à le faire. Après, moi, je suis très partisane du dialogue. Donc, il faut d'abord essayer de dialoguer. Je pense aussi que cette mandature à l'AFE, elle a été celle du dialogue, aussi avec l'administration, parce que je dois dire que ça, on a aussi obtenu certaines choses, les formulaires CERFA, les assises de la protection sociale. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été parce que on a travaillé aussi main dans la main avec l'administration, la direction des Français à l'étranger, aussi en faisant remonter quand ça n'allait pas, mais en disant ce qui fonctionne aussi. Il y a eu des avancées. France Consulaire, le service de réponse téléphonique, maintenant accessible dans le monde entier, qui fait quand même que dans les consulats, les personnes peuvent se consacrer, les personnels, aux dossiers plus compliqués. Ça leur dégage en fait du temps. Et moi, je le vois en tous les cas aux Pays-Bas. Il y a une amélioration. On a beaucoup travaillé sur la joignabilité des consulats. Je ne sais pas si tu te souviens. Vous savez quand même, Hélène, on parle évidemment du fait de pouvoir joindre France Consulaire ou autre, mais ça coûte très cher quand on habite à l'étranger. Si on n'a pas, pourquoi ne pas mettre un système par WhatsApp qui permettrait effectivement de pouvoir converser directement. Ça simplifierait énormément la relation avec les personnes directement. Ça ne coûterait pas d'argent parce qu'aujourd'hui, dès qu'on est à l'étranger, et si on n'utilise pas finalement une eSIM pour permettre justement, et encore, non, parce qu'il s'agit d'un appel téléphonique. Donc, un appel téléphonique, on passe par un opérateur. De temps en temps, on arrive à 13 € la minute. Quand on attend 20 minutes, 25 minutes avant d'avoir la personne, puis qu'ensuite on doit expliquer son problème, la note, elle est salée. On parle en centaines d'euros. Alors, il me semblait que c'était des coûts locaux, justement, France Consulaire. Donc, il faudrait vérifier. Et il me semble, en tous les cas, qu'on avait la possibilité de se faire rappeler. Donc, à vérifier. Hein. Mais c'est pareil, quand on est à l'étranger, qu'on appelle ou qu'on soit appelé de la même manière, c'est un appel international, donc c'est la personne qui le paye. Alors, vous avez évoqué des tensions au sein de l'AFE. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, disons qu'il y a des tensions parce que c'est… Ou manque d'implication. Oui, mais en fait, c'est une assemblée qui est humaine. Donc, elle est imparfaite et c'est ce qui fait sa force et sa faiblesse. Et je dirais… c'est d'autant plus, on le ressent d'autant plus que c'est un mandat qui est bénévole. Donc ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais à l'AFE, on doit même avancer nos frais. Donc ça, on a travaillé aussi là-dessus. Les personnes qui ont un long voyage à financer ou un voyage cher, pas forcément long mais cher, peuvent avoir une prise en charge anticipée parce que là aussi, en fait, c'est pas normal de devoir payer pour pouvoir exercer ce mandat. Donc, mais quelque part, le fait que ce soit les conditions d'exercice du mandat fait que c'est très compliqué en fait d'exiger un professionnalisme constant de tous les élus. Donc ça, c'est un peu le grand écart que j'ai dû faire parfois, parce qu'en fait, moi, j'étais un peu la gardienne du temps, des rendus, ce genre de choses. Et à un moment, il faut que ça avance. Et moi, j'ai fait mienne l'efficacité néerlandaise, c'est-à-dire que quand on donne une deadline pour rendre quelque chose, moi, je m'attends à ce que les gens la respectent.
ou en tous les cas me préviennent. Et très souvent, c'est vrai que j'ai dû courir après des documents, des rapports, des choses. Et vous parlez de paratonnerre, c'est un terme que vous avez utilisé. Ouais. Oui. Alors ça, disons que c'est plus. Je pense que l'Assemblée s'est politisée dans le mauvais sens du terme aussi, c'est-à-dire on voit, et on le voit pour les consulaires aussi maintenant, une sorte de mainmise des partis sur ces élections. Donc et pas forcément parce qu'elle s'intéresse réellement à ce qui se passe sur le terrain, mais c'est parce que certains partis ont découvert ou redécouvert le potentiel, on va dire. 3 millions de Français qui vivent à l'étranger. Voilà, non, et ça d'une part, et surtout grands électeurs donc pour les élections sénatoriales, donc il y a ce côté-là, et c'est vrai que ça a créé des tensions finalement inutiles, puisque la plupart des cas, comme on en discutait tout à l'heure, c'est des cas très concrets sur lesquels on devait essayer de trouver des solutions. Et ce qui se passait, moi, c'est vraiment ce que j'ai regretté, c'est qu'il y avait beaucoup d'absents, et des absents aussi parmi le bureau exécutif. J'ai souvent été seule, et ça, c'est pour moi, c'est pas possible. C'est quelque chose de aussi, mais tout le monde peut avoir ses raisons pour ne pas être là, mais quand on prévient pas, quand on n'est pas là à plusieurs sessions, je pense qu'il faut passer la main. Et moi, je pense que ça, c'est la responsabilité. Si la personne n'est pas responsable elle-même pour le faire, c'est aussi au groupe politique de le faire. En fait, de dire, ben voilà, ce serait quand même bien. Et ça, c'était compliqué parce que de ce fait, j'ai beaucoup incarné seule. Donc c'est un peu voilà. Alors que. Les mecs s'accrochent à leur titre. Pour eux, c'est. Ouais, je pense que c'est ça. C'est la médaille. Ce qui fait que non, mais parfois on arrivait à des choses. C'est qu'il y avait des réunions. En fait, les personnes étaient conviées, mais elles n'étaient pas là. Donc à la fin, c'est c'est Hélène qui décide. Bah oui, si c'est moi toute seule, je vais. Donc. J'ai lu aussi, Hélène, que vous avez dit ça, je ne peux pas laisser passer. C'était dans quel contexte? Est-ce que c'était alors il y a eu plusieurs choses. Je sais que récemment il y a une journaliste qui m'a posé une question pour me dire qu'est-ce qui avait vraiment défini mon leadership, et en fait dès la première session, il y a un élu qui m'a appelé Monsieur le Président. Et en fait, je me suis dit, et je l'ai senti parce qu'apparemment cet élu avait dit je continuerai à l'appeler Monsieur le Président jusqu'à la fin de la mandature. Ah oui, c'était volontaire en fait. C'était volontaire. Non, il avait clairement décidé de dire les choses. Ouais, ok. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit non, ça, je peux pas. En fait, je peux pas laisser passer. Donc, en fait, j'ai eu une prise de parole en plénière, et ensuite, ça a mené. Il y a eu une commission ad hoc qui a été créée, puis ensuite, il y a eu une commission règlement de conflit, etc. Parce que je me suis dit, si en fait je fais l'objet de ce genre d'attaque au début, mais en fait, c'est un peu comme quelque part comme des élèves à la rentrée scolaire. Ils voient un nouveau prof arriver. Ils essayent. Non, mais c'était réellement ça. Et puis, il s'est calmé depuis. Ouais. Non, mais bien sûr. Non, mais ça c'était aussi. On va pas donner son nom quand même. Non. Mais voilà. Et je pense que c'était aussi. Il va respirer là. S'il écoute l'interview, là, il va dire oh non, on va parler. Non, c'est bon. On en parlera. Oui, mais il y a des tentatives de déstabilisation aussi. Et alors, est-ce que ça veut dire que oui, mais même de changer, je sais pas, il y a eu des sessions où ils ne disaient pas ce qu'ils allaient faire en fait. Ils me disaient voilà, ça va se passer comme ça, etc. Et puis finalement non, ça se passait pas comme ça du tout. Il y a 2-3 sessions, ils ont essayé de faire une motion à peine déguisée qui en fait était contre moi. Mais c'était tellement ridicule qu'en fait moi au début la matinée je leur ai dit non mais vous êtes, là on va être ridiculisé. En plus c'était sur quelque chose sur lequel on avait déjà tranché, où il n'avait pas eu gain de cause, mais pas par moi, mais par un juriste en réalité. Et voilà, donc, mais c'était pour voir, comme j'étais seule à la tribune, de voir, et bien sûr j'ai géré en fait. Vous avez envie d'arrêter? Vous n'avez pas eu des fois non. envie de dire non. Ils me saoulent tous là, j'arrête. Non, mais par contre j'ai porté plainte. Donc ça. Ouais. Non, mais en fait, il y a certaines limites, et ça, moi, je trouve aussi qu'il faut travailler sur le statut de l'élu.
réellement parce que on n'a pas de couverture juridique. Donc on a une pseudo-assurance mais qui couvre pas ce genre de choses. Et moi je trouve que on est des élus de la République. On n'est pas comme les autres puisqu'on est à l'étranger, etc. Mais en fait, on devrait avoir la possibilité aussi de se défendre, d'avoir une protection, voilà. Et ça, c'est vraiment un des sujets. Et j'espère que moi, je l'ai fait remonter à plusieurs reprises, etc. J'espère que la prochaine mandature pourra s'en emparer. Non pas qu'on se regarde tout le temps le nombril, etc. Mais c'est justement pour pouvoir se détacher de ce genre de problème et pour travailler de manière. Déposer plainte en pénal, c'est quand même, fallait quand même que la personne ait dépassé un petit peu soit aller au-delà de. Oui, non mais Ouais, voilà. Alors, bon, on a bien compris évidemment que vous ne souhaitiez pas en parler, mais on peut comprendre effectivement. Donc, on comprend que c'est un rôle primordial, principal, et que ce rôle de président et de présidente de l'AFE, c'est un engagement du quotidien. Alors aujourd'hui, Hélène, vous vous représentez. Le 31 mai, ce seront les élections directement dans les bureaux de vote. On précise, ce sera une semaine avant par Internet. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux gens qu'il faut aller voter. C'est quand même un point important parce qu'après, ça ne sert à rien de se plaindre quand on n'est pas satisfait. C'est justement, exprimez-vous, comme ça au moins, vous marquez votre choix et vous votez pour la personne de votre choix ou pour la liste qui vous semble la plus, qui vous semble correspondre le plus en fait à vos attentes. Bon, alors Hélène, moi déjà, j'ai regardé, effectivement, je vous ai suivi par rapport à votre campagne. Moi, j'ai adoré quand vous m'avez fait quand j'ai vu votre post, je ne sais plus si c'est sur LinkedIn ou Facebook, où je vous vois en vélo en train de dire, évidemment, d'abord, en Hollande, donc c'est un peu logique d'être en vélo, surtout à Amsterdam et filmé avec sur les canaux, où là, en train de dire, je vais faire ma distribution quotidienne, voilà, je fais l'imprimerie, je fais tout. Je me suis dit, beaucoup d'humour, en tout cas dans votre campagne, une approche, en tout cas, qui est une approche intelligente. Donc aujourd'hui, vous avez décidé évidemment de vous représenter devant le suffrage pour être de nouveau élu comme conseillère des Français de l'étranger. Et est-ce que vous allez briguer ensuite de nouveau le fait, de siéger à l'AFE et peut-être de devenir pour la seconde fois, dans ce cas-là, présidente de l'AFE? Alors, oui, forcément, moi, je me représente, donc c'est bien. La campagne fait son petit effet parce que c'est important d'être sur le terrain et c'est vraiment incarné. Le nom de la liste, c'est les pieds sur terre aux Pays-Bas, mais bon, on fait du vélo aussi. Il y a d'autres listes qui s'appelaient les pieds sur terre dans d'autres pays. Alors il y en a deux autres en fait. Historiquement, c'était ça aussi. C'était la première fois que je me suis présentée en tête de liste, donc en 2014. J'ai beaucoup travaillé avec Olivier Bertin, qui est élu à Londres et qui avait en fait ce concept pied sur terre. Et je trouvais ça très très bien. Après, on a des communications qui sont totalement différentes, mais il y a ce même esprit non partisan. Hors des partis traditionnels français et des écuries sénatoriales, puisqu'elles existent aussi. Et même les partis qui disent nous on est le seul parti non partisan, mais on se consacre qu'aux Français de l'étranger. Enfin bon, donc oui, je me représente et puis on rigole bien en fait. On fait une campagne qui est à notre image, où on casse aussi un peu les codes. Je sais pas si tu as vu notre affiche, mais en fait c'est une illustration faite par une illustratrice française des Pays-Bas. Je vais d'ailleurs, pendant qu'on parle, je vais même l'afficher, comme ça les gens vont pouvoir la voir. D'accord. Parce qu'elle est originale. Ouais, et on avait fait ça aussi la fois dernière, et là elle a accepté de refaire ça pour nous, et on vous reconnaît tout de suite, hein. Et on vous reconnaît tout de suite. Hein. Oui, alors c'est vrai que la chevelure, voilà. Oui, non, mais et puis il y a mon casque aussi, forcément, ouais, elle est presque couleur des Pays-Bas. Hein. Oui, non, mais c'est rigolo. Et pour les deuxièmes questions, enfin les questions qui viennent, moi c'est d'abord la première chose, c'est le scrutin de terrain, et après le reste on verra. C'est pas non plus évident parce que, comme je disais, les partis essayent de s'emparer de ce scrutin, ce que je trouve vraiment dommage puisque c'est pas du tout l'esprit
du mandat. Il y Mais on a... ne peut pas l'empêcher. Non, on peut pas l'empêcher. N'oubliez pas, comme vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, que vous êtes grand électeur. Grand électeur, ça veut Oui. dire que vous votez pour les sénatoriales. Ça veut dire que Oui. tous les conseillers des Français qui sont élus sont Mhm. demain des électeurs pour permettre d'élire des sénateurs qui vont siéger au Sénat et qui seront sénateurs des Français. Et surtout que la différence entre le Sénat et les députés, c'est que le député, il est élu sur sa circonscription. Une circonscription, ça représente un certain nombre d'eux. Mais par contre, un sénateur, il est élu pour le monde. Oui, c'est vrai, mais après, de résumer en fait un mandat de terrain en voulant le politiser à 2 échéances pour faire élire finalement 2 fois-ci sénateurs dont on voit que finalement l'action est tout à fait méconnue des gens du terrain. Quand je demande en fait, et est-ce que vous êtes au courant qu'il y a les gens ne savent pas? Ils savent réellement pas. Et là récemment, pour rien te cacher, on parlait de fiscalité à une des personnes qui était venue à un de mes rendez-vous et qui parlait de la résidence d'attache, etc. en France et qui me disait mais j'ai écrit à tous les sénateurs des Français de l'étranger, je n'ai eu aucune réponse. Alors moi j'étais un peu gênée parce que et alors j'ai dit mais il faut réessayer, c'est pas peut-être pas. Donc elle me dit et elle me prenait toute la liste et c'était compliqué. Alors après ça peut être aussi un moment où les gens n'ont pas bien regardé leur mail, etc. Mais parce que moi j'avais parlé de cette représentation et là bah oui alors, mais message, répondez à la dame. oui, c'est ça. Donc voilà. Mais et oui, c'est vrai, il y a cet aspect-là. Mais après, même les sénateurs prétendent maintenant être indépendants. Donc on rentre dans un truc qui est. Mais non, moi je pense que c'est bien de faire voter les gens, de leur faire comprendre qu'ils peuvent voter. Les dates, c'est du 22 au 27 par Internet aussi. Donc ça, c'est important. Si les personnes ont bien leurs coordonnées à jour, elles pourront voter par Internet avec aussi peut-être l'identité numérique qui simplifie beaucoup les choses. Donc il y a quand même des choses qui sont mises en place et moi je pense surtout aux grands pays où il est compliqué de voter pour plein de raisons. Hein. Il y a des fois, on est à 2000 km du bureau de vote. Voilà. Donc, il faut vraiment faire en sorte dans ces pays-là que les personnes aient bien mis à jour leurs coordonnées pour qu'elles puissent voter et voter, ça renforce aussi les élus qui sont présents parce que c'est vrai que d'être bien élu, c'est mieux. Et ça renforce la légitimité aussi auprès des autorités consulaires et on fait un travail après de toute façon on travaille ensemble aussi donc c'est intéressant aussi de voir les personnes qui sont réellement sur place qui s'impliquent qui regardent les bourses scolaires qui suivent voilà et il y a beaucoup enfin moi ce que je vois c'est beaucoup de personnes sont de bons élus de terrain et ils ont envie réellement d'aider. C'est important à dire. D'abord, merci beaucoup Hélène d'abord pour avoir participé, pour avoir répondu favorablement à cette interview. Je pense que là, on a un peu mieux compris effectivement le rôle de conseiller ou conseillère des Français et des Françaises de l'étranger. Je vais faire attention à ne pas vous appeler Monsieur le Président, mais Madame la Présidente. Je m'en amuse un petit peu. J'espère que ça fera sourire, en tout cas, en l'occurrence celui qui a tenu ses propos. Je pense qu'évidemment, on lui dira. Il doit peut-être un petit peu se mordre les doigts aujourd'hui. Si vous deviez résumer votre engagement en une phrase, vous diriez quoi? Je dirais parler, écouter, parler, transmettre. Ce serait réellement ça. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Hélène. Alors, Hélène de Grise, on le rappelle, donc, vous êtes conseillère des Français de l'étranger, vous êtes présidente de l'AFE. Vous l'avez dit il y a quelques instants, il va y avoir des élections. Les élections ont lieu fin mai 2026. Allez voter, c'est le moment de vous exprimer. Merci beaucoup Thierry. À bientôt. À bientôt.